Rafael Nadal, énorme légende du tennis, 22 grands chelems, 14 Roland-Garros, et pourtant, il a un énorme trou dans son palmarès. Le Masters, le tournoi des maîtres. L'Espagnol a joué 11 fois le Masters, mais n'a jamais réussi à décrocher le titre le plus prestigieux après les 4 grands chelems. Et pire, sur 11 participations, Nadal c'est 2 minuscules finales, là où ses deux grands rivaux ont enquillé les titres. Mais pourtant, il y a bien une année où il était à un petit set de s'imposer et de cocher la case la plus grande qui restera vide à tout jamais. Cette année, c'était en 2010. Une année unique pour Nadal qui réalise le seul petit chelem de sa carrière en remportant Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open, ne laissant que l'Open d'Australie pour Federer. Une année prolifique donc, où il remporte les 3 Masters 1000 sur terre battue, il redevient numéro 1 mondial et se place comme un gros candidat pour le titre au Masters, lui qui avait déjà atteint les demi-finales du tournoi en 2006 et 2007, s'inclinant à chaque fois contre Federer. Le Masters débute et Rafa confirme sa grande forme, en gagnant ses 3 matchs de poule contre des gros adversaires. En demi-finale, il retrouve son collègue écossais, contre qui il a perdu 2 fois déjà en 2010, mais Nadal s'impose dans un énorme combat de plus de 3 heures. Oui, Nadal est en finale. Nadal est à un match de compléter son palmarès, lui qui avait déjà remporté les 4 tournois du Grand Chelem, mais face à son plus grand rival de l'époque en finale, tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors comment Nadal a-t-il pu passer à côté du Masters année après année? Pourquoi Nadal n'a jamais trouvé la clé? Nadal est-il un bon joueur en indoor? Réponse tout de suite. Alors, replongeons-nous dans le contexte de ce Masters 2010 et passons en revue cette saison folle pour Nadal, la seule année où il réalise un petit chelem, donc remporter 3 des 4 tournois du Grand Chelem. Pourtant, tout n'avait pas commencé pour le mieux, avec un quart de finale à l'Open d'Australie où il abandonne contre Murray. Vous avez peut-être au moins les images en tête, on a un Nadal impuissant face à Andy Murray qui devient vraiment une référence sur dur à ce moment-là. Donc Murray déroule son tennis et en face Rafa est gêné au genou droit et il doit abandonner dans le 3e set. On pouvait être inquiet parce que l'année d'avant, en 2009, il gagne l'Open d'Australie, mais il se fait déloger à Roland-Garros. Donc pour Rafa, ça fait plus d'1 an sans grand chelem et physiquement, il est souvent diminué. Sauf que derrière, Rafa nous offre ce qui ressemble à son premier comeback incroyable et là c'est violent. Parce qu'il reprend confiance sur terre battue en remportant les 3 Masters 1000, Monte-Carlo, Madrid et Rome. À noter que cet enchaînement, c'est la seule année de sa carrière où il réussit à le faire, ce qui en dit long sur le niveau qu'il pratiquait. Derrière, évidemment, personne le prend à Roland-Garros. Même son bourreau de l'année dernière, Robin Söderling, qui se fait démantibuler en finale, il voit pas le jour. Donc on se dit ok, tout est redevenu normal, Nadal sur terre battue et Federer va sûrement gagner Wimbledon et l'US Open. Eh ben non, Nadal a mis ce scénario de côté et s'est attribué le rôle principal de ce deuxième semestre de 2010 en triomphant à Wimbledon une deuxième fois après son titre héroïque en 2008, puis à l'US Open, son premier titre à l'US Open, qui lui a permis de compléter les 4 tournois du Grand Chelem à seulement 24 ans, 3 mois et 10 jours. Record de précocité. On est sur une saison complètement folle, un tournant dans sa jeune carrière mais déjà très prolifique. Il s'est prouvé à lui-même et au monde entier qu'il était capable de briller sur surface rapide et c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, un Nadal qui sort de sa zone de confort, ou plutôt qui arrive à l'élargir, en devenant un prétendant au titre à Wimbledon, à l'US Open, et donc forcément au Masters. Donc il faut imaginer que quand Nadal débarque au Masters, après s'être enquillé Monte-Carlo, Madrid, Rome, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open, tout est possible. On se dit qu'il peut effacer cette tâche de son palmarès, en remportant le titre le plus important qui lui manque désormais. Donc Nadal arrive bourré de confiance, et presque avec un statut de favori. Presque parce qu'il y a aussi un joueur qui s'appelle Federer, et qui s'est permis de prendre les miettes que lui a laissé Nadal en remportant l'Open d'Australie, Cincinnati, Stockholm et balle à la maison juste avant le Masters. Et mine de rien, le mettre sur dur, le mettre sur surface rapide et en indoor, ça reste Federer. Certes, Nadal s'est fait une santé en raflant Wimbledon et l'US Open, mais Federer, il a déjà remporté le Masters 4 fois. Federer, c'est lui qui faisait les petits chelems en 2004, 2006, 2007, en gagnant à chaque fois le Masters. Donc le Suisse reste le plus gros client au Masters, mais Nadal est bien là. Mais alors, mis à part Nadal et Federer, qui on avait au Masters en 2010? On avait Djokovic, évidemment. Djokovic qui venait de faire finale à l'US Open contre Nadal, mais qui fait une année un peu décevante. Rappelez-vous avec ce quart de finale à Roland-Garros contre Melzer qu'il perd alors qu'il menait 2-7-0 et globalement on le sentait un peu démotivé, il pensait même à arrêter sa carrière, aucun titre en Masters 1000 en 2010 pour Djokovic, donc il arrive au Masters plus en outsider qu'en grand favori. On avait aussi Andy Murray, Murray qui fait une saison très régulière, très solide, finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste à Wimbledon, il gagne Toronto et Madrid, donc pareil un très gros client pour le Masters. On avait Robin Söderling, finaliste à Roland-Garros, victorieux à Bercy
Corsi, un joueur à prendre très au sérieux, hein, avec sa puissance il peut faire des ravages sur un tournoi comme le Masters. On avait aussi Tomáš Berdych, première participation au Masters grâce à sa finale à Wimbledon. Pareil, hein, profil grand et puissant qui peut faire très mal à Londres en dur indoor. David Ferrer, deuxième participation au Masters, sachant qu'il avait fait finale au Masters en 2007 contre Federer. Et en 2010, il gagne Acapulco et Valence, donc rien de gros, mais sa régularité parle pour lui. Sauf qu'à l'époque, il glanait ses points surtout sur terre battue. Donc Ferrer, certes, c'est un guerrier, mais à Londres, c'est plus un second rôle. On avait Andy Roddick aussi, et oui, il était encore là, 3 fois demi-finaliste au Masters. Et en 2010, il gagne Brisbane et Miami. Il fait pas une année dingue en Grand Chelem, hein, avec un petit quart de finale à l'Open d'Australie, mais il reste un joueur très dangereux. Alors avec ce très beau casting, qu'est-ce qu'on pouvait prévoir pour ce Masters? Bah naturellement un Big Four un petit peu au-dessus qui semblait déjà favori, avec Roger en premier, mais un Rafa qui a une vraie carte à jouer après avoir triomphé sur surface rapide. La campagne de Nadal au Masters en 2010, elle commence très fort. Alors on décortique déjà les poules. Dans le groupe A, et c'est celui qui va nous intéresser, on a Nadal, qui est numéro 1 mondial, Djokovic, numéro 3, Berdych, numéro 6, et Roddick, numéro 8. Oui, ça envoie du bois. Moi, quand je vois cette poule, même si Rafa était sur un petit chelem, j'aurais été assez inquiet, parce qu'il doit affronter 3 joueurs méga costauds, mais surtout très puissants, avec des jeux qui collent parfaitement au dur indoor, ce qui n'est pas le cas de Nadal. A noter que dans le groupe B, on a Federer, numéro 2 mondial, Soderling, numéro 4, Murray, numéro 5, et Ferrer numéro 7. Donc on pouvait presque penser que Nadal, malgré sa place de numéro 1 mondial, s'est mangé une poule plus compliquée que Roger. Et c'est parti, le Masters commence, et pour Nadal, un premier match contre Andy Roddick. Nadal mène 5-3 dans les confrontations contre Roddick, mais Andy Roddick, il a gagné leur seule rencontre en 2010 à Miami, et c'est un match très compliqué pour Nadal qui perd le premier set 6-3 contre un Roddick en chaleur, méga agressif des deux côtés, service exceptionnel, enfin du Roddick dans le texte. Deuxième set très serré, les deux joueurs se tiennent, et ça va au tie-break. C'est très tendu, mais Rafa prend quelques lignes alors que ça sort de justesse pour Roddick. 7-5 Rafa qui recolle à 1-7 partout et qui parvient à faire le break dans le troisième. Donc première victoire pour Rafa contre Roddick. Très belle victoire qui le lance bien dans le tournoi, même s'il passe 2h30 sur le court. Peut-être que ça aura son importance par la suite, et le prochain adversaire c'est Djokovic. Contre Djokovic, c'est l'acte 2 en 2010, après la finale de l'US Open et la victoire de Rafa en 4-7. Il faut savoir que déjà à cette époque, l'affiche Nadal-Djokovic c'est déjà un grand cru. Rien qu'en 2009, ils se sont joués 7 fois, et ça fait 4-3 pour Nadal, dont cette fameuse demi-finale complètement folle à Madrid avec des balles de match, des rallyes incroyables, donc c'est la folie. Au final, sur ce match de poule, Rafa réussit à prendre le meilleur sur Djokovic. Un premier set disputé 7-5, puis 6-2 pour Rafa, qui passe en moins de 2 heures. Résultat des courses, après 2 matchs joués pour chacun, on a Nadal en tête avec 2 victoires et 4 sets gagnés pour 1 perdu. Djokovic et Berdych à égalité avec une victoire, mais Djokovic est deuxième comme il a gagné contre Berdych, et Roddick sans victoire. Troisième et dernier match de poule pour Nadal contre Berdych. Nadal mène 8-3 dans les confrontations contre le Tchèque, mais comme j'ai dit, Berdych, grand joueur, puissant, dangereux sur cette surface, et alors que le premier set est serré, 6-5 pour Berdych, on assiste à une scène mémorable, ou plutôt dramatique. C'est peut-être même le plus gros drama dans toute la carrière de Rafa. On a la scène suivante, où Nadal annonce faute un revers de Berdych, puis l'arbitre Carlos Bernardes annonce faute aussi, Berdych challenge, et sa balle est bonne. Donc Nadal pense qu'il faut rejouer le point, parce qu'il a bien renvoyé la balle après le revers de Berdych, et en plus Carlos annonce faute. Sauf que l'arbitre donne le point à Berdych, donc Rafa est très en colère, il va parler au superviseur, il met une grosse pression sur Carlos, mais ça change rien. Et c'est le problème d'ailleurs avec ces arbitres de chaise, c'est qu'à aucun moment ils ont la lucidité de se corriger, d'analyser la situation et de changer d'avis, par orgueil mal placé. Et honnêtement, ça fait plus de 10 ans que je regarde du tennis, j'ai jamais vu un arbitre changer d'avis. Dites-moi en commentaire si vous avez un exemple en tête, pas moi. Donc point pour Berdych, 6-5, 15-30 Berdych sur le service de Rafa, c'est chaud, c'est très chaud, et ce qui est fort, c'est que Rafa rebascule directement dans le match, dans sa concentration, et sort derrière un gros point avec un contre-pied en coup droit sublime. C'est là qu'on reconnaît les grands joueurs. On va au tie-break et Nadal impérial le remporte 7-3. C'en est trop pour Berdych qui n'aura pas réussi à titiller Nadal côté revers, 7-5, 6-1 et troisième victoire sur ces 3 matchs en poule. Nadal nous fait un sans faute, c'est la première fois sur ses 4 participations au Masters qu'il remporte ces 3 matchs en poule, donc c'est un bel indicateur sur son niveau très solide, et ça vient confirmer le fait qu'en 2010, Nadal était au-dessus du lot. On a Djokovic deuxième de la poule qui est donc qualifié pour les demi-finales aussi. Pendant ce temps-là, dans l'autre poule, Federer a fait du Federer. 3 victoires également, mais sans perdre le moindre set. Victoire contre Ferrer 6-1, 6-4, victoire contre Murray 6-4, 6-2, et contre Soderling 7-6, 6-3, donc qualifié en demi-finale, premier de sa poule. Le deuxième qualifié, c'est Murray, qui a battu Ferrer et Soderling, donc c'est symbolique ces demi-finales, parce qu'on a le Big Four. Avant même l'explosion de Djokovic en 2011, avant même que Murray gagne ses grands chelems, les 4 étaient bien au-dessus. Donc Murray qui passe et qui va affronter notre cher Rafa dans des demi-finales qui annoncent du très lourd.
Ça y est, Nadal a montré qu'il était prêt à en découdre avec ce Masters et à aller au bout. Il a battu 3 très gros joueurs en poule, il a affiché un bon niveau de jeu, voire très bon, mais qui est perfectible à l'image de son premier set contre Roddick. Sauf que là, on passe en phase finale, c'est une autre compétition. Demi-finale contre Murray et 4e acte entre les deux en 2010. On se rappelle de l'Open d'Australie, quart de finale où Nadal abandonne, mais où Murray est vraiment meilleur dans les 2 premiers sets, rien à dire. Deuxième match entre les deux à Wimbledon en demi-finale, victoire de Nadal en 3-7 et une victoire de Murray à Toronto en demi-finale. Donc cette demi-finale au Masters, elle est complètement indécise, donc on s'assoit et on admire le spectacle. Et quel spectacle! Ce match, c'est un véritable marathon, un énorme combat entre deux joueurs qui refusent de lâcher prise. Premier set ultra disputé, on va au tie-break et Nadal s'en sort de justesse, sauf que Murray continue sa lutte contre le lift nadalien et trouve la faille en étant très agressif côté revers, il break et conclut même le deuxième set sur le service de Rafa. Le niveau est haut et le troisième s'annonce complètement fou. Nadal commence fort et break, mais à 5-4 au moment de conclure, Murray refuse d'en rester là et débreak d'un passing de revers long de ligne exceptionnel. La O2 Arena explose, 5 partout au troisième, money time, ça va se jouer au bout du suspense, au tie-break. Le tie-break est dingue, Murray commence en trombe, 3-0, puis 4-1 pour Murray, mais Nadal revient, il s'accroche et finit en patron avec des coups dont lui seul a le secret. Jeu 7 et match Nadal après 3h11 de malade. C'est un match qui restera comme l'un des plus épiques de sa carrière en indoor, sans aucun doute. C'est un duel incroyable où les deux joueurs se sont rendus coup pour coup, et Murray contre tout le circuit, il l'aurait gagné ce match. Il était en feu, sauf que là il est tombé sur l'homme de l'année, qui en plus a dû puiser dans ses ressources mentales et physiques pour arracher la victoire, parce que Nadal il laisse énormément d'énergie dans ce match. Les échanges sont longs, chaque point est une bataille, et à la fin Nadal est fracassé, mais il est en finale du Masters pour la première fois de sa carrière. Sauf que juste après le match, quelques minutes après, Federer et Djokovic entrent eux aussi sur le court pour en découdre, mais on a un Federer qui veut pas traîner, donc il fracasse Novak 6-1, 6-4, merci d'être passé, et Roger arrive en finale beaucoup plus frais que Rafa. Si on fait les comptes, Rafa avant la finale, il a passé 9h31 minutes sur le court, contre 5h31 minutes pour Roger, donc Rafa a passé exactement 4 heures de plus que Roger sur le court. En Grand Chelem, étalé sur 2 semaines, la différence est significative mais pas flagrante non plus. Sur un Masters, en 4 matchs seulement, c'est énorme. Alors certes, vous me direz que Roger est plus âgé, mais en 2010, il a 29 ans, donc il est encore athlétique, endurant et très explosif. On y est, on est le 28 novembre 2010, finale du Masters entre Nadal et Federer. Une finale magnifique sur le papier, parce qu'entre les deux, c'était déjà une rivalité incroyable. On a déjà eu la finale à Miami en 2005, à Rome en 2006, les finales à Wimbledon en 2006, 2007, et l'apogée de leur rivalité en 2008, où on a compris que Federer-Nadal, ça y est, c'était la continuité des rivalités les plus iconiques du tennis, Borg-McEnroe, Sampras-Agassi. Federer-Nadal, c'était la suite. Donc, finale du Masters. À droite de la chaise, Nadal qui est dans la forme de sa vie, qui a enquillé les titres en 2010, mais aussi rincé d'un gros parcours sur ses 4 premiers matchs. Et à gauche de la chaise, Federer qui a remporté l'Open d'Australie, mais qui a pas non plus marqué les esprits. Sauf que sur ce Masters, il a littéralement déroulé. Début du match, et ça va très vite côté Roger. Le Suisse prive Nadal de temps, il est entreprenant, très agressif, surtout côté revers, qui était sa faiblesse contre Nadal à l'époque, notamment sur terre battue, où il se faisait martyriser par Rafa dans la diagonale. Et bah sur ce match, il a profité des caractéristiques du dur indoor qui vont dans le sens de son jeu, plus que celui de Nadal. Et c'est comme s'il se défoulait de tous ces matchs sur terre battue contre Nadal, où il galérait. Là, c'était lui qui dictait le rythme et qui faisait les différences avec des angles courts croisés indécents, un coup droit toujours au top. Premier set, 6-3 Federer sans discussion. Deuxième set, et Nadal lâche les chevaux. Il décide de prendre la balle tôt pour s'adapter, alors qu'on a moins de premières balles et plus d'imprécision côté Roger, donc break Rafa qui arrive à le tenir et 1-7 partout. Nadal est à une manche de remporter le Masters et de terminer le jeu des grands titres. Troisième set, et on sent un Roger pas perturbé, concentré et très affûté sur son jeu de jambes, contrairement à Nadal, qui est moins précis et qui finit par être débordé par Federer, qui joue le coup de plus à chaque fois. Il est dominé par un Roger qui veut pas faire la faute en revers, malgré un Nadal qui pilonne, le plan a échoué, la machine est fatiguée et cafouille, résultat 6-3, 3-6, 6-1 Federer. Le Suisse a été plus fort et a su merveilleusement contrer Nadal. Déception évidemment pour Rafa qui était proche de gagner. Il termine tout de même l'année numéro 1 mondiale, mais est passé à rien de gagner un trophée qu'il n'a finalement jamais réussi à soulever. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous raconte des belles histoires de joueurs et de joueuses comme en ce moment. Alors si c'est un contenu qui te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça nous aide énormément, et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. A noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a lancé une campagne de financement participatif. Donc si tu souhaites soutenir le projet et soutenir ma deuxième année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un petit don, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. Merci beaucoup.
Après cette malheureuse finale en 2010, Nadal va approcher à plusieurs reprises la victoire au Masters, mais chaque année, il se trouve face à un joueur plus fort que lui, venant créer une sorte de malédiction qui le suit dans ce tournoi. Déjà, il faut parler de la malédiction des forfaits de Nadal au Masters, parce que je pense qu'il a un record en la matière, à savoir le nombre de fois où il s'est qualifié pour le Masters, mais où il a dû déclarer forfait pour cause de blessure. Nadal s'est qualifié 17 fois en carrière au Masters, mais a dû déclarer forfait à 6 reprises, donc 6 chances en moins de remporter le tournoi. C'est colossal. Mais prenons les éditions où il a réitéré des bonnes performances au Masters. On a 2013, où comme en 2010, il arrive avec une énorme confiance, parce qu'il a encore une fois réalisé un grand comeback sur une saison où il a enquillé Sao Paulo, Acapulco, Indian Wells, Barcelone, Madrid, Rome, Roland-Garros, Montréal, Cincinnati et l'US Open, donc énorme niveau de jeu. Il arrive au Masters et il remporte ses 3 matchs de poule, comme en 2010, cette fois-ci contre Ferrer, Wawrinka et Berdych, donc on a envie de voir la suite. Une demi-finale contre Federer et ça passe en 2-7. Nadal est de nouveau en finale du Masters, mais cette fois contre un certain Djokovic. Mais malheureusement pour lui, le Djokovic de 2010 a plus qu'évolué. Il s'est transformé en une véritable machine de guerre. Et même si Nadal a battu Djokovic en finale à l'US Open quelques semaines avant, comme en 2010, là c'est différent. Djokovic est devenu trop fort sur dur indoor. En plus, il a trouvé la clé contre Nadal, notamment avec cette année 2011 hallucinante où il démantibule l'Espagnol à 6 reprises en finale. Donc jeu 7 et match Djokovic, 6-3, 6-4 et nouvelle déception. Parce qu'en 2010 comme en 2013, Nadal il joue extrêmement bien au tennis, c'est peut-être le meilleur. Mais quand on arrive à la fin de l'année sur ce dur indoor, il arrive à battre 3 ou 4 top 8, mais il tombe toujours sur le gars qui joue mieux que lui. En tout cas, 2010 et 2013 sont les 2 seules années où il a atteint la finale, ses 2 plus grosses chances de gagner, mais il a failli nous surprendre à 2 reprises à des moments où il était beaucoup moins attendu que ça. D'abord en 2015 où Nadal fait une année catastrophique, et c'est un euphémisme. En 2015, Rafa n'est plus Rafa. Il a perdu son jeu destructeur, il a perdu sa confiance en lui, il a tout perdu. Il se fait fracasser à Roland-Garros par Djokovic, son niveau est calamiteux. Pourtant, il se qualifie quand même pour le Masters, et en poule, il remporte ses 3 matchs. Contre Wawrinka, Murray et Ferrer, ce qui est déjà énorme pour lui en 2015, ça sort pas de la raquette, et pourtant il gagne quand même ses 3 matchs. Donc demi-finale, mais là, c'est contre Djokovic, la barre est beaucoup trop haute, Nadal fait ce qu'il peut, mais il n'y a rien à faire, 6-3, 6-3 Djokovic, et on rentre à la maison. Et puis il y a 2020 aussi, année très particulière avec le Covid, Rafa nous a fait un quart de finale à l'Open d'Australie, il a squeezé l'US Open pour se concentrer sur Roland-Garros qui avait lieu en septembre, qu'il a gagné, et au Masters, Nadal, c'est plutôt solide, parce qu'il bat Andrei Rublev, il fait un énorme match contre un team qui est en feu, malheureusement ça passe pas, il perd en 2 tie-break, mais il bat Tsitsipas, ce qui lui permet de se qualifier en demi-finale où il retrouve Daniil Medvedev. Et Nadal, il fait une bonne entame. Il mène 6-3, 5-4 et il sert pour aller en finale. Sauf qu'il fait un mauvais jeu de service, des breaks blancs de Daniil et derrière tout va mal. Daniil l'emmène dans un combat physique qu'il maîtrise à merveille et Nadal s'incline en 3-7. On peut avoir des regrets sur ce match-là parce qu'à un jeu de service près, peut-être qu'il aurait pu aller chercher le titre en finale contre Thiem où certes ça aurait été compliqué mais faisable. Voilà dans les grandes lignes l'histoire de Nadal au Masters. C'est un mélange de déception, de désillusion et de logique aussi, parce qu'on est en fin d'année et que Nadal arrive cramé à chaque fois, et en plus sur ce dur indoor qui est loin d'être sa spécialité. Alors, cette question, Nadal est-il mauvais en indoor, il faut bien la traiter. Donc on va poser des bases qui me semblent logiques, mais nécessaires de rappeler quand même. Évidemment que Nadal est un monstre sur dur, en indoor, où tu veux. C'est une légende qui a régné pendant 15 ans sur le toit du monde. Donc oui, Nadal avait un niveau, même en dur indoor, exceptionnel. La question, c'est plus de dire, est-ce que Nadal avait un niveau sur dur indoor à la hauteur de son statut, de numéro 1 mondial parfois, et de dominateur sur dur dans ses grandes années, 2010, 2013, 2019. Ou est-ce que finalement le niveau de Nadal sur dur indoor, il serait pas légèrement inférieur à ça. C'est-à-dire un niveau de top 5, voire top 10, qui est capable de battre des membres du top 10, mais où à chaque fois on a plus fort que Nadal. Moi je pense qu'on est plus là-dessus. Si on met le nez dans son palmarès en indoor, il n'y a pas de débat. Nadal n'est pas un grand champion sur dur indoor. Il a remporté Madrid en 2005 qui joue en dur indoor, et c'est tout. Donc il n'a pas du tout un palmarès garni en la matière, même s'il a fait des finales dans les plus grands tournois, comme le Masters, finale à Bercy, finale à Rotterdam et à Bâle. Mais c'est tout, sur 15 ans de carrière au top. Donc ça illustre toute l'incompatibilité entre la surface et son jeu, et ses douleurs, et le calendrier, où Nadal, il faisait tout pour être au top au mois de mai. Puis derrière, on fait ce qu'on peut. Or, la tournée en dur indoor a lieu en fin de saison. Maintenant, concrètement, pourquoi Nadal est vraiment moins bon en indoor qu'ailleurs? Parce qu'en indoor, on n'a pas des cours qui restent là toute l'année. C'est des stades où on a d'autres sports ou même des concerts. Donc en général, la surface est en bois et par-dessus le bois, ils mettent une sorte de tapis qui est une résine synthétique et il y a un espace entre les deux.
Et comme il y a de l'espace, le rebond est beaucoup plus faible. Et ce rebond moins haut, il désavantage Nadal, parce que son lift prend beaucoup moins, et la balle fuse. Lui qui a besoin de temps pour construire ses points. Non, là ça va très vite, service coup droit est terminé, ce qui va totalement à l'encontre de la filière longue de Nadal. Une fois qu'on a dit ça, on tempère, parce que malgré ses difficultés, Nadal reste un excellent joueur en indoor qui a battu tout le monde. Federer, Djokovic, alors certes il y a longtemps, hein, mais Djokovic jouait déjà à un haut niveau, et tous les autres membres du top 10, hein. Murray, Wawrinka, Berdych, Ferrer, et puis les meilleurs de la génération suivante, les Medvedev, Tsitsipas, Rublev, Ruud, il les a battus. Donc Nadal, pour moi, il a un niveau plancher qui fait qu'il pouvait battre énormément de très bons joueurs. Et sa stat en termes de longévité le prouve. Il est resté 912 semaines consécutives dans le top 10, donc ça illustre que c'est un joueur complet. Et même s'il faisait énormément de points sur terre battue, Nadal, t'allais pas le chercher comme ça sur dur indoor. Donc son palmarès en indoor qui est dérisoire comparé à des Medvedev, Zverev, Tsitsipas, il veut pas forcément dire qu'il est mauvais sur la surface, mais qu'il a un déficit de résultats, parce que son jeu s'adapte moins bien par rapport à d'autres surfaces. Nadal, c'est un joueur redoutable partout, même en indoor. Mais on a des éléments physiques, techniques et même temporaires avec le calendrier qui rendent Nadal un peu moins bon sur cette surface. Alors, dernière question, que vaut le Masters? Est-ce que c'est si grave pour Nadal qu'il ne l'ait pas gagné? Si vous voulez qu'on creuse ça, je vous renvoie dans un premier temps vers cette vidéo qui revient sur le Masters en détail. On se demande plus globalement si c'est un tournoi vraiment pertinent avec son système de poules et sa surface qui change jamais, donc n'hésitez pas. Sur Nadal, c'est une question qu'on peut se poser, parce qu'on l'entend souvent quand on compare les trois palmarès des dingues là. Federer, il a que 20 grands chelems, donc c'est 4 de moins que Djokovic, 2 de moins que Nadal. Djokovic, bon aujourd'hui il a tout gagné, mais avant c'était la médaille d'or au JO. Et Nadal, c'est le Masters qu'il n'a jamais gagné. Slash, Miami, Shanghai et Bercy. 3 tournois où ça va aussi extrêmement vite, donc il n'y a pas de hasard. Effectivement, si on fait les comptes, Djokovic c'est 7 Masters, Federer 6 et Nadal 0. Donc la différence est suffisamment significative pour la mettre en avant. Maintenant, comme je l'ai dit dans la vidéo du Masters, je pense qu'il faut traiter le Masters à part. Ça n'a rien à voir avec un tournoi classique. On a des poules, donc on peut perdre mais quand même gagner. C'est en 2-7, donc comme un Masters 1000, c'est mieux qu'un Masters 1000 comme tu joues que des gros, mais si un gars abandonne, il y a un remplaçant. Non, c'est trop différent pour le comparer à un Grand Chelem ou à un Masters 1000. Maintenant, on a des observateurs qui considèrent que l'absence de ce titre laisse un léger goût d'inachevé dans son palmarès. Alors, oui, c'est un tournoi prestigieux, oui, c'est le tournoi des maîtres, mais est-ce que quand on a gagné tous les grands chelems au moins 2 fois, on a besoin de gagner le Masters? Est-ce que quand on a gagné Roland Garros 14 fois, on a besoin de gagner le Masters? Est-ce que quand on a passé plus de 200 semaines au rang de numéro 1 mondial, on a besoin de gagner le Masters? Je vous pose la question, il n'y a pas de mauvaise réponse. Pour moi, ce tournoi, il couronne un joueur en fin d'année qui a su atteindre un certain niveau de jeu qui est très dur à atteindre. Point. Le Masters, ça reste un tournoi en fin d'année avec des conditions très particulières comme on l'a vu et qui sont peu représentatives des forces de Nadal. Donc oui, c'est une case vide dans son palmarès qui restera définitivement vide, mais c'est pas si grave. Je veux dire, son palmarès, il parle pour lui. Alors certes, il n'a pas gagné Bercy, il n'a pas gagné Shanghai, ni Miami, ni le Masters. Donc c'est des grosses failles comparé au palmarès de Djokovic, mais Nadal, ça reste Nadal. Et comme il l'a dit, il parle l'esprit tranquille. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de Nadal et le Masters, de cet amour impossible. Prenez soin de vous, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!